Donc bonsoir, comment vas-tu? En fait, je vais essayer ce soir de te tutoyer, public. Parce que tout ce que je vais dire, je vais le dire en mon nom propre. Donc je vais essayer à tout moment d'éviter le nous pour parler de ce dont je vais parler, mais je vais essayer donc de l'adresser à toi et non pas à vous. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver, parce qu'évidemment le réflexe de parler à vous plutôt qu'à toi risque de revenir, mais je vais tenter de parler à toi. Donc, comment vas-tu? Donc, si je suis ici pour te parler aujourd'hui, c'est un petit côté chrétien tout d'un coup. C'est pour partager avec toi une réflexion que j'ai commencée il y a 15 ans, à la demande d'un philosophe, mais je ne suis pas philosophe. C'est un philosophe qui est venu vers moi, qui m'a demandé, pour une collection qu'il dirigeait, de mettre en forme ce qui faisait l'objet de nos discussions. Il était issu d'une minorité, je faisais partie d'une minorité. Nous avions des échanges sur ces questions de minorité, et il m'a demandé de les mettre en forme. J'ai donc commencé il y a 15 ans à réfléchir à ça. Il y a 10 ans, j'ai sorti un petit livre qui s'appelle Un goût exquis et cette paix d'esthétique, qui était un premier résultat de cette réflexion que je réanime et que je réactive régulièrement en fonction de l'actualité, en fonction de différents contextes, modes de discours aussi. Ça a aussi donné lieu à une pièce chorégraphique il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, c'est une pensée qui continue à être en mouvement et qui s'est donc un peu modifiée depuis la parution de ce petit livre. L'origine de cette réflexion, c'était un certain malaise, pour ne pas dire un mal-être, que j'avais avec la manière dont on pensait en Europe, dans le pays où je vivais notamment, mais pas seulement, le fait d'être PD. Je ne me retrouvais ni dans les espèces de volontés universalistes de certains qui montraient toute une série de signes destinés à affirmer le fait qu'ils se fondaient dans la société, qu'ils y disparaîtraient. Je ne me retrouvais pas non plus dans des positions plus communautaristes, plus américaines, on va dire, de tradition intellectuelle, où les individus créaient des micro-communautés extrêmement retirées de la société. Donc il y avait quelque chose qui n'était juste pour moi dans aucune des deux situations. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce qui me dérangeait, et j'ai essayé de trouver un outil de pensée pour penser cet être-là, cet être en société de manière un peu différente. Vous voyez, et vous verrez que ce qui arrive au bout du compte, ce n'est pas une théorie, c'est finalement le résultat de cette réflexion, le contenu de ce bouquin, ce dont je peux vous parler, c'est plutôt une technique de soi, ou un art de vivre, qu'une grande théorie. C'est une manière d'être au monde, d'être en société. Et donc, par quel bout est-ce que je pouvais prendre cette question, sinon par ce cliché évident qui était qu'on me prêtait, en tant que PD, un goût exquis. J'étais le meilleur coiffeur, j'étais le meilleur décorateur, j'étais le meilleur fleuriste. Mon appartement était délicieux, et de temps à autre, ma voisine qui passait devant mon jardin passait la tête au-dessus de la clôture et disait « Oh, vous avez vraiment un goût exquis tous les deux !» Et elle le disait vraiment avec beaucoup d'empathie, mais je sentais immédiatement dans ce discours tout le préjugé qu'il y avait derrière. Évidemment, c'est une idiotie. Les PD ont tout aussi mauvais goût que les straights, mais dans le fait qu'on leur ait appliqué quelque part cette qualité ou ce défaut,
en tout cas ce préjugé. Finalement, je me suis dit qu'il y avait peut-être là un endroit à partir duquel travailler. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'esthétique de l'existence qui viendrait du fait d'être convaincu qu'on a un goût exquis, par exemple? Ou est-ce que plus simplement, dans ce que je partageais avec des PD plus âgés que moi, avec lesquels pourtant je n'avais pas vécu, avec lesquels je n'avais pas d'histoire commune, mais qui faisaient qu'au quart de tour, je pouvais lire les mêmes choses, communiquer avec eux, etc. Sur quoi est-ce que ça reposait, sinon sur, justement, un partage de certaines esthétiques, de certains liens à travers des œuvres d'art ou des films, des livres qui faisaient ciment, qui faisaient éléments de langage et de mémoire commun entre ces gens avec lesquels je n'avais pas vécu, qui étaient éventuellement plus âgés que moi et moi. Donc, j'ai commencé à me poser cette question, et dès le départ, je me la suis posée depuis un point de vue extrêmement isolé et individuel, parce que je sentais bien que ce n'était pas la question de l'identité qui m'intéressait, pas plus que celle de communauté. Il y avait quelque chose où, dès le départ, ce serait un jeu qui parlerait, et qui donc aujourd'hui te parle, plutôt que ne vous parle. Oui, il y avait aussi cette phrase qui m'avait frappé chez Genet, qui disait que les PD sont incapables d'une pensée politique originale, mais simultanément, chez Genet, on trouvait cette notion que toute esthétique supposait une morale. Et alors, est-ce que, justement, dans cette esthétique PD, il pourrait y avoir quelque chose qui fonderait une forme d'éthique, une forme d'attitude au monde? Voilà, donc c'était un peu les bases de mon questionnement. Je vais continuer à employer des mots que je vais vite préciser avant de continuer à parler. Vous allez peu m'entendre employer le terme homosexuel, qui, en dehors du fait que c'est un alliage un peu barbare de grec et de latin, n'est pas vraiment en fait la question, même si la question du sexuel, on va le voir, est importante, mais la réduction, en tout cas au sexuel, n'est pas véritablement ce qui me préoccupait. Vous me verrez peu employer le terme de gay, sinon pour dénoncer un certain mode de communautarisation commercialisé et assimilationniste. J'emploierai à certains moments le terme de queer qui, quelque part, pourrait être comparé au terme de PD en anglais, mais quand il est transporté dans une autre langue, est en fait, signifie un domaine assez particulier d'actes, de pensée, de pratiques, sur lesquels on reviendra très brièvement. De la même manière que je n'emploie guère le mot homosexuel, je n'emploie pas celui d'hétérosexuel, mais je préfère celui de straight, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des pratiques sexuelles dites hétéros, qui sont straight, et d'autres qui ne le sont pas, donc qui sont droits ou qui ne sont pas droits. Voilà, donc ce sont des termes qui vont revenir en cours de conversation. Cette réflexion, elle vient d'un certain endroit, elle vient d'un certain moment dans le temps, qui est celui de ma génération, c'est-à-dire une génération qui a commencé à vivre une vie sexuelle heureuse et épanouie parce qu'on avait défriché le terrain avant nous, et à un moment donné a dû l'interrompre à cause du sida. Donc alors, je n'étais pas spécifiquement fan de Rock Hudson, mais évidemment il a été une des figures majeures de l'épidémie au départ, mais très vite pour moi aussi, c'est-à-dire cette question du sida elle s'est inscrite dans la réaction, c'est-à-dire dans les mouvements activistes d'ACT UP, dans la manière dont un artiste comme Keith Haring a pu y répondre, ou les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, ou encore quand des actions ont été menées de type
peu symboliques, comme ça, qui ont brusquement signé l'utilisation des techniques performatives dans un mouvement politique et militant. Voilà, c'est pour situer toujours d'où je parle. Hein. Je parle de cet endroit, mais en fait, pour nourrir ma pensée, en fait, je me suis vraiment penché sur qu'est-ce que c'était que l'histoire, quelque part, de l'image des PD. Et donc, je me suis aperçu à quel point, dans ce placard, dont on nous disait qu'il était, quand on me disait, qu'il avait toujours été fermé, en fait, ce placard était assez largement ouvert et qu'il y avait des images qui avaient traversé les siècles au XVIe, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, où, en fait, le PD avait dans notamment ses activités champêtres, dans les parcs, avait une iconographie, une présence, existait dans les récits, etc. Et qu'en fait, on était passé de ce placard très largement ouvert à une forme de disparition, d'acceptation, mais qui valait par disparition. Cette image du passé, c'est pas, moi je dirais pas, comme disent certains, de manière un petit peu... certains constructionnistes comme ça qui sont vraiment dans l'idée que tout est construit et qui disent que l'image du PD a été entièrement construite de l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais je pense que par contre il y a eu une sorte d'aller-retour entre les pratiques réelles, les codes réels de reconnaissance entre les gens, le fantasme qui s'est construit par-dessus, les caricatures qui ont été construites comme les images que je vous ai montrées juste auparavant. Ces caricatures qui après pouvaient devenir des formes de repères, pouvaient être utilisées comme des signes de reconnaissance par les gars. C'est-à-dire qu'on m'a désigné comme ça, ah oui, je vais employer ce signe-là, puisque ce signe me permet de reconnaître mes semblables. Donc il y a une forme de ressaisissement, on va dire, à un moment donné. Et puis là-dessus, à partir de ce ressaisissement, se grèvent de nouveaux fantasmes et de nouvelles caricatures. Donc c'est comme une espèce de construction commune, si vous voulez, qui se fait d'une série d'images du PD, images qui sont à la fois fabriquées par lui et par le monde autour. Une de ces images, c'est une des plus traditionnelles, et je vais les mettre en relation avec des pratiques sexuelles, d'une certaine manière. C'est la figure de la folle. Ici, c'est dans un pamphlet contre le roi Henri III. C'est donc l'efféminé, dont il y a eu de nombreuses variations au cours des siècles. Ici, c'est une couverture d'un livre dans les années 20. Ça, c'est cette magnifique série télé qui s'appelle Les filles d'à côté, je pense, avec son personnage de bodybuilder très efféminé. Mais c'est aussi les travestis, enfin les drag queens de Priscilla, Reine du désert. C'est aussi Jack Smith, un artiste underground new-yorkais qui, à la fin des années 60, a fait notamment un film magnifique qui s'appelle Flaming Creatures. Où c'est aussi les créatures qui aujourd'hui vivent dans des expériences totales en tant que radical fairies dans les forêts aux États-Unis, mais aussi en France. Et qui donc foncent dans cette attitude-là, qui est l'attitude de la folle, donc une attitude d'homme efféminé, qui dit quelque part à la face du monde, je ne suis pas un homme total, je ne suis pas cette statue de la virilité, et très très probablement je me fais sauter. Je me place en tant que grande passive, on va dire. C'est pas la seule figure, évidemment. Donc on a une autre figure qui est celle de l'hypermal. Bon, ici c'est dans un film de Marcel Carné, un film assez, pas très bon d'ailleurs, de Marcel Carné avec Jean Gabin et cet acteur dont j'ai oublié le nom. Mais donc on a un personnage de boxeur.
cette image de l'hypermâle, c'est une image qui est aussi construite, par exemple, durant les guerres, dans les amours entre soldats. C'est une image donc, que parfois, d'ailleurs, on caricature, notamment quand il s'agit des soldats de l'armée ennemie. Ici, ce sont les Allemands, donc ce sont forcément les soldats allemands ou prussiens qui sont PD et pas les soldats français, si la caricature est française. On trouvera l'inverse de l'autre côté de la frontière, évidemment. C'est aussi des figures qui peuvent être des figures comme la figure de l'ouvrier. Toujours, voilà, on est dans un monde de mâles qui sent la sueur, d'hyper-virilité, de muscles saillants, de braguettes remplies, comme dans les dessins de Tom of Finland. On retrouve évidemment également le personnage du marin ou celui du motard à la chemise ouverte et voilà, et les parties avantageusement moulées du marin. Intéressant quand même de voir qu'est-ce que c'est devenu Tom of Finland aujourd'hui. C'est un emballage, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se décline dans toute une série de produits différents et notamment donc ces très jolis sacs qu'on peut porter à la ceinture. Mais également des parfums, des défilés de mode, des petits aimants à mettre sur le frigo. Enfin, il y a toute une série de produits qui ont comme ça été imaginés. Et donc là, on est dans une figure qui est différente, puisque c'est une figure qui est peut-être plus menaçante. La folle, c'est clair, on peut l'identifier, elle est là dans le film de La Cage aux folles ou chez notre coiffeur. Par contre, est-ce que parmi ces hommes que je croise, dont la virilité paraît si affirmée, est-ce que dans ces cadres exclusivement masculins, il n'y a pas justement le danger qu'au moment où je saisis la savonnette, on me saute dessus? Enfin, il y a toute cette espèce voilà, d'horreur d'un homme qui en fait reprend les codes de la virilité justement, mais qui fait en dessous de son enveloppe, en dessous de cette espèce de... Parce que même son corps en fait est une enveloppe, hein, son corps est c'est un costume, quoi. Là, ses muscles sont un costume. En dessous de ces muscles, il y a peut-être un dangereux pervers. Voilà, quand on pense au nombre de straights qui, dans les stades de foot, ont chanté des morceaux de Queen et ont même adoré Freddie Mercury, sont vraiment réalisé en fait qu'en fait il appartenait plutôt à ce monde-là, c'est-à-dire le monde du film Cruising en 1980. C'est un film de William Friedkin avec Al Pacino qui se passe dans les bars à sexe américains, sur les traces d'un criminel. Donc, en fait, Freddie Mercury, c'est à ce monde-là qu'il appartenait. Troisième figure qui s'est aussi construite dans la clandestinité, c'est celui du mauvais garçon. C'est l'idée d'un rapport entre hommes qui adviennent là où il y a le crime, là où il y a la pauvreté, enfin la pauvreté allant avec le crime et le vice allant avec le crime et la pauvreté. Donc c'est cette photo de Brassailles au bal du Grand Magic City avec voilà, des garçons qui sont des mauvais garçons. C'est aussi évidemment toutes les images colportées par Genet, y compris dans Un chant d'amour. C'est aussi l'image que Fassbinder ramène dans son film Le droit du plus fort, où son personnage qui a gagné à la loterie, Fox, se retrouve dans un milieu bourgeois, puisque c'est un film qui est beaucoup plus un film sur des questions de classe et sur le capitalisme que sur les rapports sexuels, mais quelque part son personnage est inscrit dans cette, voilà, ce rapport au peuple. Et c'est aujourd'hui, cette image n'est pas prise comme ça au hasard dans la rue, en fait, elle est extraite d'un film porno. Donc on voit bien que Le Mauvais Garçon, aujourd'hui, il y a toute une série de films porno
destiné aux hommes qui aiment les hommes, qui prennent comme cadre et comme personnage favori les mauvais garçons d'aujourd'hui, la caïra des banlieues, entre guillemets. Voilà, donc on a une sorte de continuation de ce personnage qui est pédé parce qu'il est criminel, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est du peuple. À l'inverse, on a celui-là dont l'histoire continue à exister. Celui-là, il est dangereux d'une autre manière parce que c'est celui qui coiffe madame, c'est celui qui va choisir vos rideaux, c'est celui qui tient ce restaurant absolument délicieux où vous voulez absolument manger avec votre famille. Et donc, cet homme, donc pas Oscar Wilde, mais toutes ces déclinaisons, dont les doigts si habiles et si fins, c'est ces doigts d'artiste, où ont-ils trempé avant de s'occuper des cheveux de madame ou des tentures de votre salle à manger. Donc, il y a évidemment plusieurs figures de sœurs, Montesquieu ici, Cocteau dans les caricatures de l'époque, ou encore Quentin Crisp, The Naked Civil Servant, qui est une déclinaison un petit peu plus moderne, mais où on voit que la figure du dandy continue. Donc, figure du dandy, donc vous avez donc compris que c'est le contraste entre son élégance, son bon goût, qui quelque part lui donne une force d'entrer dans la société, lui permettre d'entrer dans la bonne société même, mais qui simultanément se livre au stupre, à la débauche et à la fornication. Cinquième personnage, qui est vieux comme en tout cas comme l'Antiquité, vous voyez, qui est le personnage du vieux pervers. C'est un personnage qui avait un petit peu disparu des radars, on va dire, dans tout un temps. Alors, il y a quelques figures comme ça. Marcel Jouandeau, par exemple, dans la littérature française, c'est un bon exemple. Évidemment, Askenbach dans Mort à Venise, ici Dirk Bogarde, c'est aussi une espèce de déclinaison de ce pauvre type au corps flétri, avachi déjà, mais qui continue qui est très proche du pédophile. De toute façon, on sent bien la proximité entre cet être vil et le dieu pédophile qui poursuit les jeunes gens dans la ville sans s'apercevoir qu'en fait il est atteint de la maladie et donc et désespérément se maquille dans l'espoir de paraître plus jeune et de parvenir à séduire. Il est dégoûtant parce qu'il est vieux en plus, c'est-à-dire que celui-là, non seulement il est vicieux, mais il est vieux. Et alors il y a eu une nouvelle déclinaison, c'est intéressant. Donc là, c'est aussi une photo extraite d'un film porno que j'ai retaillé au format pour la salle. Il y a eu quelque part une nouvelle déclinaison de ce personnage du vieux pervers, qui est que, avant même l'apparition relativement récente dans les réseaux de la notion du dad's bod, du ventre de daddy, en fait, tous les PD qui prenaient encore éventuellement des trithérapies, en particulier ceux qui en ont pris relativement tôt, quand les médicaments étaient mal dosés, ont vécu un vieillissement prématuré souvent. Et donc avec des lipodystrophies notamment au niveau du visage, qui ont fait ces visages très marqués et d'un vieillissement comme ça prématuré du corps. Et en fait, de manière assez intéressante, aujourd'hui, ça devient des figures érotiques dans une certaine pornographie, parce que c'est comme s'ils portaient le sida sur leur visage, et que quelque part, ils sont là dans le fantasme d'une contamination possible par un vieux pervers. Donc on a une espèce de réactualisation de ce personnage du vieux pervers sous une nouvelle forme. Donc, ces 5 figures, donc elles ont... là, je vous en ai montré quelques-unes comme ça très rapidement, mais si vous cherchez bien, depuis les premières représentations, depuis l'Antiquité en tout cas, on en trouve des traces dans la littérature, dans les images, etc. Et on a donc cette construction de ces
cavaliers de l'Apocalypse, qui, comme les mousquetaires les trois mousquetaires étaient 4, sont 5 au lieu d'être 4, et donc forment à la fin une sorte une hydre, cette espèce de monstre aux différentes têtes, parce que finalement, si vous faites le compte, le PD, il peut être partout, entre ces différentes figures, entre entre le gendarme du coin, le coiffeur d'à côté, le grand-père qui nous cède la place dans le tram, et le gars qui est en train de rénover la chaussée. En fait, ce monstre, cette hydre peut être partout. Donc voilà, je me suis interrogé donc sur la construction de ce monstre, et qu'est-ce qu'il racontait en fait, qu'est-ce qu'il faisait comme remise en cause des structures habituelles. Mais on pourrait dire aussi que c'est le diable plutôt qu'une hydre. J'aime juste bien cette couverture, je vais vous la montrer. Donc, ces images, elles ont voyagé, se sont enrichies, se sont transformées au fil des siècles. Et puis, au moment de l'incident de Stonewall, à New York, dans les années 70, on a eu tout d'un coup une forme de publication des termes. C'est-à-dire que ce qui était jusque-là quand même plutôt de l'ordre du fantasme, qui apparaissait de temps à autre à travers une caricature et tout ça, mais restait quand même dans une forme de pénombre, comme ça, est brusquement arrivé en pleine lumière. Et il est, comme vous le voyez, surtout arrivé en pleine lumière avec les feuilles et avec des transes. D'ailleurs, c'est assez intéressant aujourd'hui dans le film Stonewall qui a été fait, on a complètement évacué cette image de transsexuels de couleur au profit de groupes et des blancs qui auraient été les acteurs de cette révolte. Donc, je rappelle quand même que le début de la révolte, c'est une bande de travestis et de clients d'un bar qui ne supportent pas que, alors qu'ils sont en deuil de Judy Garland, l'interprète inoubliable de Dorothy, Over the Rainbow, ne supportent pas la descente des flics, et donc commence une émeute, et c'est ça qu'on fait encore à travers les différentes prides. Cette publication des termes, elle va très vite, comme ça, tout d'un coup, prendre une visibilité, y compris, ça c'est la couverture de Transformer de Lou Reed, où ce qui est intéressant, c'est qu'il prend deux des créatures, le travesti, le trans et l'hypermâle, qu'il interprète lui-même en image, mais aussi évidemment à travers Village People, où là on a de manière planétaire une série, une partie des images en question qui sont répandues. Et ces images aussi entrent dans l'art officiel, on va dire dans l'art contemporain de manière plus évidente, comme dans cette peinture d'Elmas Howe, qui est une peinture de 1972. Donc c'est les Trois Grâces, et où on voit comment les esthétiques de l'époque arrivent donc là dans un endroit qui est la peinture hyper-réaliste, c'est l'art contemporain de l'époque, quoi. Ou encore dans cette peinture un peu plus ancienne de David Hockney, la Chambre, qui date de 1967, et où là aussi, il y a une visibilité qui est donnée tout d'un coup, une visibilité qui s'est dégagée de toute forme de honte, ou en tout cas voudrait l'être. Seulement cette image, très vite, elle va être retournée, elle va être remplacée par celle-ci. C'est une image tirée du film Philadelphia, et c'est l'image évidemment du sarcome de Kaposi, où tout d'un coup, ce bref moment qui a duré moins de 10 ans en fait, de publication des termes et d'une espèce d'existence revendiquée et joyeuse, est cassé par la question de la crise du sida, qui à la fois, dans un premier temps, désigne
les PD comme coupables, comme justement punis de leurs actes contre nature par le châtiment divin, mais en même temps, et très vite, va construire le contraire. C'est-à-dire que donc finalement, il y a peut-être quelque chose de bon chez l'homme. Hein, c'est-à-dire que ça construit aussi une forme de compassion et une acceptation, et une grande partie de la reconnaissance légale et je dirais, sociale des PD aujourd'hui, elle vient aussi de la compassion qui naît autour de la crise du sida, parce qu'il y a aussi, enfin, d'abord parce qu'elle est grande, et puis qu'on est touché par le malheur de ces gens. C'est incroyable si vous regardez le cinéma hollywoodien, en fait, entre 1985, même un petit peu avant, 1985, on va dire, et 2000, le nombre de figures de PD qui sont associées à la mort. C'est, enfin, je sais pas, c'est 4 mariages et un enterrement. Alors, c'est pas toujours le sida, mais il y a toujours cette idée que le PD est quelqu'un qui souffre, qu'il va enterrer quelqu'un, comme dans 4 mariages et un enterrement. C'est quelque chose qui va revenir très, très régulièrement. Donc, il y a une espèce de figure du martyr, quelque part, qui remplace ces images noires qu'on avait auparavant. C'est aussi, voilà, c'est aussi parce qu'il y a dans l'activisme, qui n'est pas forcément un activisme, je dirais, politique, mais qui est simplement un travail de témoignage, il y a des gestes comme tout ce travail des quilts qui est fait par les amants ou les parents des disparus, et qui va donner tout d'un coup une visibilité plastique, en fait, aussi, à l'épidémie. Bizarrement, ça va aussi créer ça, enfin, ce truc que vous connaissez bien, qui est le défilé des boulets de batterie dès qu'il y a une guébraille. Donc, cette espèce d'ode aux muscles et à un corps qui serait, en tout cas en apparence, en bonne santé, enfin qui aurait toute l'apparence de la bonne santé, qui va brusquement être extrêmement valorisé à mesure que, voilà, que le corps est plus menacé, qu'on a le sentiment qu'il est menacé. Donc, et ça passe d'ailleurs par la publication, un peu à la même période, hein, dans les années 80, d'images dans les magazines gays, et là j'emploie bien le terme gay, d'images qui sont vraiment pas très loin, si on regarde des sculptures de Arno Breker en 1930, donc où il y a une espèce d'éloge d'un corps musclé, indestructible, qui passe à travers tout, etc. Se met en place alors tout un moment, et je vais aller un petit peu vite ici, mais tout un travail quelque part de disparition des 5 figures que j'avais évoquées. Cette disparition, elle se fait à travers toute une série de gages qui sont donnés à la société, où, enfin dans un cas, en tout cas, on a toute une série de formes de disparition qui passent à travers ce fait de donner des gages. Dire je suis un bon chrétien, donc ici je suis Olivier Py, je monte un Paul Claudel, mais c'est normal, je trouve de toute façon Dieu dans les bordels pour hommes régulièrement. Je suis un bon petit soldat, donc je peux porter un t-shirt qui dit you don't have to be straight to shoot straight, vous n'avez pas besoin d'être straight, hétéro pour tirer droit, pour tirer dans le tas. Ce qui est quand même une notion un petit peu étrange. C'est l'aspiration à devenir un couple conforme, et évidemment, je ne vais pas faire l'économie des débats que vous avez eus dans ce merveilleux pays qu'est la France sur le mariage pour tous. Je dois même avouer qu'en Belgique, où la question a duré à peu près un quart d'heure au Parlement, avec une question d'un parlementaire, je me suis marié aussi parce que pour des raisons d'héritage, c'était plus facile, mais je suis contre le mariage. Et en même temps, c'est très profondément, et c'est uniquement parce que voilà, il y a un truc qui n'est pas encore inventé au niveau de la famille recomposée ou
on ne peut pas, on est obligé de passer par ce sacrement, même si maintenant il est devenu accessible aux personnes de même sexe. On est obligé de parvenir à de passer par ce sacrement pour avoir le même droit, enfin des droits en termes d'héritage équivalents aux couples de sexes différents. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je montre l'exemple dans le feuilleton Six Feet Under, du couple qui est le seul couple normatif de tout le feuilleton, c'est-à-dire que tous les personnages n'arrêtent pas de se déchirer, d'être complètement anormaux à différents titres. Et puis il y a un couple qui ne désire qu'une seule chose, c'est se marier, avoir des enfants, etc. Et c'est le couple d'hommes. Et donc, voilà, donc cette aspiration au mariage existe également, et donc est un gage de plus donné, c'est-à-dire à partir du moment où je suis marié, bah, je suis rentré dans le rang. Plus loin que ça, il y a 48% des PD américains travaillent dans le placard. C'est-à-dire qu'ils travaillent sans... Mais au travail, leur choix, enfin, même pas leur choix, mais leur vie sexuelle avec un partenaire fixe ou avec plusieurs partenaires d'ailleurs, n'est pas exprimée. Et donc, c'est quelque chose qui reste quand même extrêmement fréquent dans le travail, et on a en fait cette phrase dont on parle souvent par rapport à l'armée, qui est le don't ask, don't tell, c'est en fait quelque chose qui est très présent dans le régime du travail, et où beaucoup de PD, enfin beaucoup de gays vous diront qu'effectivement ça ne concerne pas mon employeur, je n'ai pas à en parler, donc je trouverai une manière de le camoufler. C'est une photo d'une Gay Pride à Bruxelles. Je voulais vous montrer ça parce que c'est ce parti-là, c'est un parti qui s'appelle New Vlaams Alliance, et ce serait l'équivalent de, voilà, une espèce de mélange entre le parti LR et le FN. Enfin, il y a des dimensions FN, sauf qu'ils ont une section gay. Et donc, ces gens qui ont un discours xénophobe absolument épouvantable, pour le moment, le ministre chargé de l'immigration est de ce parti, et il veut par exemple faire porter aux migrants accueillis des badges les signalant bien à la population. Vous voyez, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Eh bien donc, le même mouvement a son mouvement gay qui défile dans les gay pride locales. Et donc là, on touche à un endroit qui est, en fait, pour moi, aujourd'hui, une question véritable dans l'évolution de la pensée, qui est la manière dont sont instrumentalisés pour écraser d'autres gens, par exemple les migrants, comment sont utilisés la défense des droits des gays ou des femmes, d'ailleurs, parfois, donc à l'inverse de leur sens de base. Je pense que ça se passe de commentaires. La question de la consommation et du marché important que représente ici, c'est le ghetto bruxellois, mais il y en a un peu partout en Europe. C'est parfois que quelques maisons, et c'est parfois uniquement sur le net, mais c'est aussi cet énorme pouvoir d'achat, en fait, des PD qui existe. À l'inverse, donc, voilà, donc, toujours dans ma réflexion, je parcours toute cette disparition qui se produit par assimilation, mais je constate que de l'autre côté, quand on se retranche, c'est pas tellement mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a tout ce qu'on regroupe en général sous le terme de queer, où en fait c'est un positionnement qui quelque part revient à se situer en dehors de la société à différents niveaux. Alors il faut distinguer en fait en même temps ce qui est de l'ordre des actes, du
côté performatif, on va dire, de la pensée queer, qui peut donner lieu à des choses très fortes, notamment le travail, par exemple, d'Histoire de la perpétuelle indulgence, que je trouve un travail vraiment artistique intéressant, quoi. Après, c'est aussi un certain type de réflexion qui est, j'adore Judith Butler, mais qui est une réflexion qui, d'une manière assez intéressante, a quitté la question du sexuel. C'est-à-dire qu'on est passé des études gays et lesbiennes aux études queer, et donc on est arrivé dans une zone où la question du sexe est devenue absente. C'est-à-dire qu'on est dans des questions uniquement culturelles. Donc il y a une sorte de gommage, en fait, qui s'opère là aussi de la question du sexe. Et puis il y a des pratiques, ici c'est le vernissage d'une expo de Radical Fairies, où là il peut y avoir des choses très très drôles qui se passent, mais ça peut être, mais là aussi, c'est-à-dire que c'est dans un village en Lozère reculé, effectivement, on peut faire des stages ensemble où on sculpte des dildos dans des légumes bio plutôt que d'acheter des godemichés tout faits. En même temps, est-ce que ça remet en cause la question du marché? Donc j'avais aussi des problèmes, on va dire, de ce côté-là, y compris dans ce que ça crée parfois de retour à une forme de banalité. Donc je prends ici l'exemple d'une revue qui s'appelle Butt, dont l'érotique typique des photos qu'on va retrouver dans ce magazine, qui est un magazine artistico-porno, on va dire. Et les photos de gars qui sont là-dedans sont typiquement des photos de gars qui ont l'air d'être straight. C'est-à-dire que c'est vraiment l'érotique tout d'un coup d'un corps qui n'a plus de signes distinctifs, qui pourrait être mon voisin de palier, le boy next door. Donc c'est intéressant ce que ça provoque. Et donc aussi ça pose ce problème que, voilà, j'ai pris juste une photo de manif qui avait eu lieu dans les années 70, où en même temps on est partout, mais on a tellement abandonné tous les signes liés à la zone, là pour le coup gay commercial, que finalement on est invisible. Et donc ça ne devient plus qu'une espèce de masse grise. Alors, je crois que le temps passe. Donc j'ai essayé de trouver dans le travail de certains artistes une réponse à ces situations que je voyais de part et d'autre, qui ne me convenaient pas. Donc j'ai été voir chez certains artistes que vous connaissez, qui sont des espèces de figures classiques, on va dire, de la culture PD, Oscar Wilde, Jean Genet, Cocteau, Fassbinder, Coppi, Arenas, Gilbert and George, enfin, donc des figures comme ça. J'ai essayé de voir en fait qu'est-ce que dans leurs œuvres ils racontaient qui pouvait être éventuellement utilisé contre cette situation. Très rapidement, je passe à travers une série de concepts que je trouve intéressants qui reviennent, qui sont le fait d'utiliser le mensonge. Ici, on a le personnage d'Irina dans une pièce de Coppi qui s'appelle L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer. Et Irina est en Sibérie, comme vous le voyez. Toujours sur le mensonge, cette photo de Pierre et Gilles, je pense qu'elle n'a pas besoin de commentaires. Ou cette image de Caravaggio de Derek Jarman, où un vicaire du pape essaye de nuire à Caravaggio dans sa... donc on voit comment les anachronismes sont cultivés. Question de l'imposture, revendiquer l'imposture, comme dans Thomas l'imposteur de Cocteau, ou dans Dorian Gray, ici repris par Yinka Shonibaré dans une version black en fait du portrait de Dorian Gray, réinterprété. Massacrer les identités, comme dans les mariés de la Tour Eiffel de Cocteau, où un enfant massacre la noce, mais aussi comme chez Coppi, où dans les 4 jumelles, on n'arrête pas de se tuer et de mourir et de se relever, de se tuer, de mourir et de se relever.
Travailler à trouver une beauté médusante, donc comme chez Caravage, comme ici dans une version de la Méduse par Gilbert et Gilles, mais aussi dans les personnages que créait pour une soirée le performeur anglais Lee Bowery, ou les personnages de Tant pis pour Eva chez Reynaldo Arenas. Travailler sur une espèce d'endroit où le ridicule et le sublime se rencontrent, comme ici dans cette image tirée de Jubilé de Derek Jarman, où une Jordan danse au bord d'un feu où brûlent des ordures. Activer des icônes au masculin, donc vous savez, ce petit signe que vous avez sur l'écran de votre ordinateur, qui font référence à d'autres choses, ou révérer des icônes, donc créer des icônes qui sont que ce soit Dalida ou un petit communiste comme ici, sont une espèce de construction de l'imaginaire. Faire que mettre les genres au même niveau, comme ici dans ces deux photos de Robert Mapplethorpe, traiter de la même manière qu'il s'agisse d'une fleur ou d'un sexe. Modeler la nature, comme chez Ralph Koenig, où on voit bien que la nature ne peut pas exister telle qu'elle, mais qu'il faut qu'il y ait un rythme de basse quelque part pour que la plage de Super Paradise soit tolérable. Accueillir la bête, comme Francis Bacon, qu'on voit à droite aussi sur une photo en photo, en portrait dans Vogue avec une carcasse. Mais cette question de la bête ou de l'animal est quelque chose qui va revenir très régulièrement chez de nombreux de ces artistes. Ok. Aller plus loin que la bête encore, essayer de tutoyer la mort, comme dans Le sang d'un poète ici, de Cocteau, ou sur cette photo de Mapplethorpe, c'est une des dernières photos de Mapplethorpe où il se dévisage. Et plus généralement, en fait, attaquer, on va dire, la triade travail, famille, patrie. Là, j'avais repris une publicité pétainiste de l'époque, mais très clairement, mon cœur serait plutôt du côté de la balance à gauche. Se placer aussi souvent du côté des pauvres, et Jeunet n'est pas le seul là-dessus. Je reviens à cette scène emblématique du droit du plus fort où Fox doit servir du café et ne sait pas comment se servir d'une pince à sucre chez les bourgeois, où donc très clairement Fassbinder est du côté des pauvres. Pour cela, activer des procédés qui sont de l'ordre du paradoxe, par exemple photographier comme s'il s'agissait d'une fleur en l'éclairant avec un éclairage studio extrêmement raffiné, quelque chose qui sort d'un imaginaire SM. Travailler le camp, cette notion nécessiterait de rentrer un peu plus longtemps en discussion, mais c'est cette notion qui a été un peu isolée à un moment donné par Susan Sontag, qui serait propre au milieu PD, où se mêle justement un niveau de ridicule et un niveau de sublime, une sorte d'humour désespéré qui peut à la fois faire dire c'est terrible, j'ai un cancer fulgurant, je vais rater la prochaine collection Dior, ou au contraire, c'est affreux, j'ai un bouton sur le nez, achevez-moi, emmenez-moi à l'hôpital. Enfin, quelque part, le camp, c'est ça, c'est cet endroit-là entre le drame et le rire, mais qui est en même temps un endroit de compassion, c'est-à-dire un endroit d'empathie avec le monde. C'est-à-dire on ne peut pas faire de l'humour camp sur des choses auxquelles on ne croit pas. Le camp est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc, un très beau film camp à ce niveau-là est ce film inspiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle The Boys in the Band. Vous pouvez le trouver sur Internet. Voilà. C'est vraiment un ressort majeur, je trouve, de l'art PD. Travailler à la fois sur une forme de distance en n'étant jamais dans le groupe, mais toujours en étant toujours une monade, toujours un individu,
mais en même temps en prenant le risque de l'intrusion, c'est-à-dire en s'engageant, en fait. Donc travailler à la fois sur une forme de distance et sur une forme d'intrusion, voilà, prendre des risques. Et au total de tout cela, il y a peut-être moyen donc de tirer quelque chose qui serait non pas une identité, non pas une communauté, mais une attitude, une manière d'être au monde. Parce que dire un engagement, ce serait déjà trop sérieux. C'est une manière d'être au monde qui pourrait peut-être se fonder sur tous ces concepts que je viens de lister très rapidement, qui surgissent dans les œuvres, qui permettrait peut-être quelque chose que j'ai toujours envie d'appeler l'insertion, même si ça a un côté un peu dérisoire, c'est que l'insertion en général, c'est ce terme qu'on emploie pour les gens dont on pense qu'ils ne parviendront jamais à se réintégrer dans la société. Donc on va leur faire faire de l'insertion. Moi, je pense que alors, le terme insertion, il m'intéresse dans le sens où, au contraire, ça peut vouloir dire justement insérer quelque chose qui reste isolé, qui reste différent, comme vous savez, un petit morceau de nacre qu'on insère dans un morceau de bois, dans une marqueterie, comme ces espèces de secrétaires extraordinaires espagnols qui sont presque des objets op art, comme ça, où il y a avec les morceaux de nacre, où la nacre reste cette espèce d'objet indépendant qui peut d'ailleurs être détaché éventuellement de la marqueterie. Donc cette idée d'insertion, pour moi, voilà, elle serait fondamentale, c'est-à-dire que ce serait une manière d'être en société, en activant, mais de manière quotidienne, dans la manière dont on va acheter son pain, dans la manière dont on dialogue avec l'un et l'autre. Toutes ces stratégies qui ont en fait été voilà, travaillées par des artistes et qui, à mon sens, constituent une sorte de fond commun qui peut être tout à fait utile en société et qui non seulement peut m'être utile à moi, mais peut aussi être utile à toi. C'est-à-dire que, de la même manière, je pense que j'ai un devenir migrant en ce moment, en voyant les gens qui arrivent à Bruxelles, là, pour le moment, qui logent dans des parcs, qu'on accueille, etc. J'ai un devenir migrant, j'ai quelque chose à apprendre à cet endroit-là. Comme j'ai encore toujours quelque chose à apprendre en tant que femme. De la même manière, je pense que pour chacun et chacune, toi ou toi ou toi, il y a un devenir PD possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans toutes ces stratégies esthétiques, tous ces moyens qui ont été mis en œuvre par les artistes pour quelque part répondre à une situation donnée. Il y a là des outils dont tu peux te saisir pour être en société, quelles que soient tes pratiques sexuelles. Voilà. En gros, je vais arrêter là mais je crois qu'il y a un micro dans la salle qui permet de discuter un petit peu. Merci. Alors là, vous allez poser des questions. On a vu 2, 3. Et ensuite on va continuer la discussion au café du FRAC, c'est le rez-de-chaussée, avec la présence d'Antoine. Et je vous signale également que les livres d'Antoine sont juste à l'entrée. Ça serait bien. Petit souvenir. Ouais, bon. Voilà. Donc, peut-être qu'on prend 10 minutes pour les questions, ici dans la salle, et on continue à discuter au café du FRAC et au rez-de-chaussée. Voilà. Questions ou commentaires, enfin, je veux dire, c'est juste... C'est très difficile de résumer... Enfin, je sais que c'est le format que vous avez dans cette semaine de la pop philosophie, mais pour moi, c'est très difficile, en tout cas, de ramasser sur un temps si court tout ce qui se passe comme évolution de la pensée dans un... Même si c'est un petit livre, il y a beaucoup de points, quoi. C'est un peu... On peut peut-être remettre un peu de lumière dans la salle. Ça balance un peu cette espèce de rapport.
quelqu'un peut... Ah, là, il y a des gens qui veulent intervenir. En fait, j'ai pas réussi à comprendre ce que vous entendez par PD. C'est pédéraste ou homosexuel ou les deux mélangés? Non, non, alors, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté assez là-dessus. PD, c'est quoi? C'est une insulte de cours de récré. C'est d'ailleurs souvent, on dit d'ailleurs PD sexuel. Espèce de PD sexuel. Ce qui m'intéresse dans ce mot, de la même manière que quelque part ça a été fait dans les milieux anglo-saxons avec le terme queer, qui est aussi un terme désobligeant, c'est d'aller le ramasser dans le caniveau et de le mettre sur un socle. Et que tout d'un coup, ce mot, parce que les mots changent avec leur usage. À partir du moment où on les utilise différemment, leur sens se transforme. Le mot pédéraste est d'ailleurs un bon exemple, puisque pendant très longtemps, il a signifié beaucoup plus largement, voilà, ça pouvait vouloir dire homosexuel, donc pas forcément dans un rapport avec des enfants. Donc, pédé, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est un mot qui a traîné dans le caniveau, que je prends avec toute la crasse qu'il y a dessus, et que je porte. Que je porte d'ailleurs comme il est porté de manière très très naturelle par la plupart des PD qui disent entre eux de l'un ou de l'autre, il est PD, t'es PD, toi, voilà. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de faire avec ce mot. Pardon? Non, c'est vraiment, si vous laissez toutes ces images noires, dont je vous ai montré quelques exemples, qu'on peut synthétiser à travers ce mot un peu disgracieux ou désobligeant, eh ben, on peut les remettre, les retourner, si vous voulez, un peu comme on retourne une veste, hein, pour leur donner un autre sens. Oui, bonsoir. Moi j'ai plusieurs questions. La première, j'ai pas compris en fait votre positionnement, votre questionnement. J'ai pas compris. J'ai pas compris votre objectif en fait. Vous avez montré beaucoup d'images, souvent noires. Noir. Noir, oui, noir, sombre. Sombre, d'accord. Négative en fait. Hein. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu, et j'ai perçu ça à travers bien sûr les images qu'on a vues, mais aussi à travers ce que vous avez dit vous. Oui, tout à fait. Hein voilà, donc alors, à travers toutes ces images, je voulais savoir si, en fait, ces images, est-ce que ce sont les homosexuels? Moi, je vais utiliser ce terme-là parce que le terme PD me gêne. Est-ce que ce sont les images des homosexuels qui s'offrent en fait à nous, hein, c'est eux qui décident, et on a vu quelques artistes qui sont encore homosexuels et qui montrent ces images d'eux-mêmes, ou est-ce qu'il y avait aussi des images extérieures, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi la vision que les autres, les hétéros, on va les appeler comme ça pour simplifier, ont des homos? Là j'ai trouvé que vous avez mélangé un peu toutes les images et c'est là où je suis perdue. C'est ce qui est un petit peu normal dans ma démarche, c'est-à-dire que, donc au départ, juste pour resituer le questionnement de base, c'est une sensation d'inconfort et de mal-être dans la manière dont est pensée soit la communauté, l'appartenance à la communauté gay, soit la disparition dans un positionnement queer, donc qui sont toutes des questions d'identité. Mon identité n'est pas réductible à ma sexualité en gros. Mon identité elle est beaucoup plus vaste que ça, et la vôtre aussi, vous avez 10 000 identités. Et moi je veux toutes les cartes d'identité, en tout cas. Donc je ne veux pas du tout pour moi que ce soit une identité. Donc ce que je cherche, c'est comment est-ce que je peux aborder la question autrement, et j'arrive à cette notion de latitude. Et effectivement, ce sont des images noires sur lesquelles je m'appuie, parce que ce qui a construit les PD et leur esthétique commune pendant des siècles, c'est dans la clandestinité, la fabrication des images noires, donc des 5 monstres dont j'ai montré des exemples, qui ont été, comme je l'ai expliqué, construits de manière commune, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la caricature, il y a de la désignation, il y a de l'opprobre, et puis de l'autre côté il y a
de l'utilisation de ça, de la transformation, de l'ironie, du jeu, du camp, déjà, à ce moment-là, qui permet de transformer l'insulte et de la rendre même érotique. Okay, donc, je ne crois pas qu'on puisse faire abstraction de siècles de persécution, de bûcher, de fichage, comme ça, en claquant des doigts, en disant « ouais, c'est super, le mariage est autorisé, tout va bien ». Donc je pense que ça reste quelque part dans, je peux employer le terme, dans notre ADN, parce que ce n'est vraiment pas mon truc, mais par contre je pense qu'il y a une question de culture commune qui est construite là-dessus. Et donc ces images noires, elles sont là. Elles sont là parce qu'elles font partie du passé et elles pourraient faire partie de l'avenir. Parce que si on regarde la manière dont ça se passait pour les PD dans les années 20-30 en Europe, ça se passait très bien. Juste après, il y a eu le Troisième Reich. Et ils étaient dans les camps avec des triangles roses. Et demain, ici, ça peut encore se repasser. Et voilà. Donc, j'ai encore une question très rapide. Oui, donc dans ce terme-là... Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, c'est enthousiasme un peu. Dans ce terme-là, les PD, donc, ce ne sont que les hommes qui aiment les hommes. Et oui. Les femmes qui aiment les femmes, alors... Eh ben, il y a un autre livre à écrire. Il y a un autre livre à écrire. J'ai un devenir lesbienne aussi, que je cultive pas mal avec des amis, qui est ou un devenir Gwyn, d'ailleurs. Je ne sais pas si je dois dire un devenir Gwyn ou un devenir lesbienne. Mais je pense que les inventions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, aussi parce que le modèle de base n'est pas entre guillemets, le modèle de base de la femme, avec un grand F, n'est pas tout à fait le même que le modèle de l'homme avec un grand H. Et que donc le travail de subversion ou le travail de construction d'une attitude chez les filles, il est différent que chez les garçons. On voit bien d'ailleurs de toute façon que les objectifs ils sont différents, les zones d'intérêt, les zones de pouvoir ne sont pas les mêmes, etc. Enfin, ça n'empêche pas la solidarité dans les actions politiques. Mais on voit bien qu'il y a en termes d'attitude, c'est différent. Oui, j'ai l'impression d'être revenu un peu sur une sorte de quiproquo. Oui. J'avais la sensation, enfin, à la lecture, vous alliez nous parler ou analyser l'existence peut-être d'une esthétique PD. Et en fait, là, vous nous parlez plus d'une attitude PD. Et donc, j'ai l'impression d'être venu sur un quiproquo. Je pensais que peut-être on se poserait la question avec vous. Est-ce que ça existe vraiment une culture voilà, PD, par etc. exemple de Pierre et Gilles est spécifique à une esthétique PD ou j'emploie vos termes, hein, même alors, si je ne sais pas ce que alors c'est vrai que je ne rentre, j'ai pas dans un format de 45 minutes comme ça, j'ai pas le temps de rentrer véritablement autant que je voudrais dans la question, enfin, des questions esthétiques qui qui nourrissent ma réflexion, on va dire. Mais c'est vrai qu'en même temps, elle m'intéresse moins que ce à quoi elle m'amène. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans la question de l'esthétique, et alors peut-être que c'est pas clair dans le texte d'introduction, mais en même temps ça le dit, je pense, c'est en quoi est-ce que ces esthétiques, et évidemment je ne prends pas toutes les esthétiques aussi, j'ai fait un choix d'artiste. Donc mon panthéon, entre guillemets, est un panthéon assez particulier. Je sais pas, Renaud Camus ne s'y trouve pas, par exemple. Ou il y aurait d'autres, je pourrais donner d'autres exemples. On a vu une image de Visconti, mais c'est vrai que je parle peu du travail de Luciano Visconti, par exemple. Donc, évidemment, la construction que je fais est une construction éminemment personnelle, et chaque construction, je pense, aurait sa qualité. Ce qui m'intéresse après, c'est de voir comment est-ce que, si je fais ce choix-là, ça construit effectivement une sorte de fond culturel commun, mais ça m'intéresse surtout pour la suite, c'est-à-dire pas en tant qu'esthétique, mais en tant que nourriture d'un être au monde. Mais c'est là où je ne suis plus, parce que, on va dire, à grosso modo, 80% de ce que vous avez montré tout à l'heure, ça fait partie, on va dire, de mon background d'image, d'histoire, de la musique, etc., du cinéma. Vous avez oublié d'ailleurs ce magnifique film avec Rex Harrison et Richard Burton. Voilà. Mais
J'ai coupé des images. C'est qu'en fait, si je dois vraiment parler de ce truc en détail, si vous voulez, je sais pas, l'hiver passé, j'ai fait un cycle de 6 conférences de 2h30 à partir de la même matière. Donc forcément, je comprime un petit peu, si vous voulez. Donc voilà, je comprends que vous soyez un petit peu déçus à cet endroit-là. Après, mais je vous laisse peut-être terminer. Non, je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Voilà, c'est juste que moi, ce qui m'intéresse quelque part dans ce parcours esthétique, c'est en quoi il est porteur d'une politique. En fait, comme je dis, je partage avec vous 80% des images. Je vous revendique qu'on était jusqu'à maintenant. Bonsoir, j'ai une question. En fait, j'arrive dans cet échange, dans ce débat, donc dans ma question et ma réflexion sera peut-être complètement à côté de la blague par rapport à ce qui était évoqué. Mais. Vous arrivez maintenant. Pardon? Vous arrivez maintenant. Oh oui, j'aime ça. Ma question, elle est sur donc cette esthétique, pédesthétique. Qu'est-ce qui doit en rester ou est-ce qu'il y a des choses qui sont à développer, à cultiver, à entretenir? J'entends par là que jusqu'à il y a un certain temps, être homo, être pédé, être lesbienne, oui, il y avait quelque chose de très corrosif, de très subversif par rapport à la société. Je ne dis pas que tout est réglé, mais dans nos sociétés occidentales, il y a quelque chose qui est en train de se lisser, où beaucoup de personnes homosexuelles vivent selon des critères aussi hétéronormés. Donc il y a quelque chose qui ne disparaît pas, mais qui pourrait tendre à disparaître avec le temps, en imaginant que des choses sont assimilées, acceptées petit à petit par nos sociétés. Ceci étant, voilà. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que vous pensez que, par exemple, pour un juif, la Shoah peut disparaître de la même manière? Enfin, c'est-à-dire que c'est une petite comparaison que je me permets de faire, mais c'est-à-dire que la question de la persécution, de la clandestinité, de l'insulte, etc., je veux dire, surtout quand elle est étendue pendant un certain temps et qu'elle revient régulièrement, y compris dans des pays dont on pense que tout va mieux s'y passer, puis qu'en fait ça se retourne à nouveau, vous voyez, ça ne disparaît pas complètement. Et là, j'entends complètement. Le fait, la mémoire est très importante, et le fait de garder et d'avoir ça toujours en mémoire et en trace, c'est une chose, mais le cultiver, le développer, c'est une autre. Et peut-être c'est en ça que je suis peut-être à côté du sujet, mais comme là, la question, je crois, c'est pédesthétique, et le devenir de tout ça, vers où va-t-on dans ce sens-là, c'était un petit peu ma question. Est-ce qu'il est important aujourd'hui, au-delà du fait que la mémoire est fondamentale, c'est important de ne pas oublier, de savoir tout ce que l'on, enfin en plus tout ce que l'on continue à vivre au quotidien, parce que tout est loin d'être réglé, bien évidemment, mais vers où va-t-on? Est-ce qu'il est important de le cultiver en tant que développement qui pourrait avoir, et là j'en reviens à l'aspect plutôt un peu décalé, subversif, corrosif, qui n'a peut-être pas lieu d'être dans la société dans laquelle on vit. Moi, je pense que ça reste justement un endroit qui permet de penser le monde de manière un peu différente. Enfin, comme je pense que, quand on est dans une position minoritaire, quelle qu'elle soit, même si on est majoritaire en nombre, je pense aux femmes, par exemple, qui sont dans une position minoritaire dans les sociétés à un niveau mondial, de toute façon, pas seulement en Occident, je veux dire, sont dans des positions minoritaires. Ça les place quelque part toujours alors d'un certain côté de la pensée du monde, okay, parce que justement elles ont inscrit dans leur corps, dans leur éducation, dans le quotidien, dans le fait qu'elles gagnent moins pour un même travail qu'un homme, etc. Je veux dire, elles vont, voilà, leur rapport au monde va être construit en partie là-dessus. Je pense que de la même manière, être pédé, ça construit un rapport au monde. Et même quand les choses semblent aller mieux, pour les femmes aussi, on dirait que ça va mieux. Mais il y a quand même un plafond de verre, un endroit, dans certains endroits, notamment dans l'art. On est dans un centre d'art contemporain. Regardez le nombre, je ne sais pas combien il y a de femmes artistes qui sont exposées ici, mais voyez combien il y a dans les collections des musées. C'est dans les grands musées d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Et à Beaubourg, par exemple,
exemple, il y a un fichier de veuves d'artistes. Il n'y a pas un fichier de veuves d'artistes, c'est-à-dire que elles sont où les femmes? C'est les veuves des artistes.